L'huile est certainement un ingrédient que tu utilises tous les jours pour cuisiner, mais connais-tu vraiment la différence entre toutes les huiles, leurs risques mais aussi leurs bienfaits? Mais surtout, est-ce que tu sais lesquelles sont les plus adaptées pour cuisiner? Je vais t'apprendre quelles sont les huiles que tu peux utiliser pour ta cuisson juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans mon nouveau cadre de vie que tu peux voir derrière toi. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que ces derniers temps j'étais en train de préparer une expatriation. Et bien ça y est, ma nouvelle vie commence enfin ici, à l'île Maurice. Et c'est donc ici le nouvel endroit où j'ai atterri. Je ne peux pas te cacher que je suis extrêmement heureux de vivre dans ce nouvel environnement. Je sens qu'il va se passer des choses formidables pour moi. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je voulais te le partager. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler cette citation qui est pour moi riche de sens. Le gras, c'est la vie. Et oui, Caradoc ne croyait pas si bien dire parce que le gras, donc, on peut aussi dire les lipides, si on veut se donner un genre, doit représenter environ 35% de tes apports énergétiques totaux de la journée, ce qui représente environ 80 grammes de gras pour une alimentation moyenne autour de 2000 calories par jour. Et il se trouve que les huiles sont d'excellents compléments aux graisses qu'on trouve naturellement dans la nourriture qu'on mange par ailleurs, c'est-à-dire dans les viandes grasses, le poisson gras, mais aussi le fromage, les produits laitiers en général, le beurre, la crème, la charcuterie, les biscuits. D'autant que les huiles ont plein d'atouts que n'ont pas forcément les graisses qu'on trouve ailleurs dans l'alimentation. Et il faut savoir, c'est le sujet de cette vidéo, que toutes les huiles ne se valent pas. Et ce qui différencie justement les huiles entre elles, ce sont leurs profils d'acides gras. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, on va dire qu'il existe trois familles d'acides gras. On a d'abord ce qu'on appelle les acides gras saturés. Eux, ils ne devraient pas dépasser 20% de la quantité de graisse globale que tu consommes chaque jour. Ensuite, il y a les acides gras qu'on dit monoinsaturés. Eux, ils doivent représenter au moins 60% de la quantité de graisse que tu consommes chaque jour. Donc c'est les plus importants et c'est ceux qu'il faudrait inclure le plus dans ton alimentation quotidienne, ce qui représente à peu près 50 grammes si on repart sur les mêmes bases que je t'ai données juste avant. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Eux devraient représenter à peu près 15% de ta quantité de graisse que tu consommes chaque jour, et c'est les fameux oméga 3 ou oméga 6. Mais ça, j'y reviendrai juste après. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler quelques secrets sur les huiles qui vont certainement changer ta vision sur les huiles. Je vais maintenant te présenter 7 huiles qui, selon moi, devraient être intégrées dans ton alimentation. Je vais commencer par la première, qui est pour moi la plus importante. Il s'agit de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive est emblématique de la cuisine qu'on dit méditerranéenne, et en général cette cuisine a très bonne réputation dans le monde, et ce n'est pas pour rien parce que cette huile contient presque 75% d'acides gras monoinsaturés, principalement ceux de la famille des oméga 9, et comme je t'expliquais, ce sont les acides gras que tu devrais consommer en plus grande quantité dans ton alimentation, parce qu'il a une place très importante dans le fonctionnement de ton organisme. Il existe différents types d'huile d'olive que tu peux trouver en magasin. Il y a l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive raffinée. Bon, ce qui les différencie principalement, c'est la température à laquelle elles ont été préparées. En gros, une huile extra vierge, c'est une huile qui a été pressée à froid, et en général, les très bonnes huiles, ce sont les huiles à première pression à froid, c'est-à-dire qu'elles sont assez brutes, en général, elles ont une couleur verte très foncée, et elles ont un parfum très prononcé. Par contre, vu qu'elle contient beaucoup de phytonutriments qui lui donnent justement cette couleur, cette huile va se conserver assez difficilement, et elle ne supporte pas beaucoup la chaleur. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux éviter de l'utiliser à la cuisson. Mais elle est très bonne à utiliser en assaisonnement, surtout qu'elle rajoute un goût très intéressant à la salade. Ensuite, il y a les huiles d'olive qu'on dit vierges. En général, c'est de l'huile d'olive aussi pressée à froid, mais qui a été purifiée par décantation simplement. Donc en général, elle est un peu plus claire que l'huile d'olive extra vierge, légèrement moins parfumée. Mais l'avantage, c'est qu'elle se conserve un peu mieux et surtout qu'elle peut supporter la cuisson. Je profite là de ce passage pour te parler un peu technique, sans rentrer trop dans le détail pour pas que ce soit ennuyeux. Mais toutes les huiles ont ce qu'on appelle un point de fumée. C'est la température au-delà de laquelle la composition moléculaire de l'huile va changer. Et c'est aussi la température à partir de laquelle il commence à se former une petite fumée au-dessus de l'huile. Et bien en général, quand on atteint cette température, il y a des composés chimiques potentiellement toxiques qui apparaissent dans l'huile. Donc par sécurité, dès que tu commences à voir que ton huile fume, il ne faut plus l'utiliser et la jeter. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'huile d'olive raffinée. C'est en général une huile d'olive qui a subi un traitement chimique pour la débarrasser de toutes ses impuretés. Elle a aussi été décolorisée et désodorisée, donc en général elle est très claire,
très limpide, mais le gros avantage c'est qu'elle se conserve très bien, très longtemps et qu'elle supporte des très hautes températures. Le point de fumée de l'huile d'olive raffinée est à 216 degrés. On peut vraiment l'utiliser en friture, en cuisson, pour les plats sautés et autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on ne peut pas cuire à l'huile d'olive, et bien en fait si. Plus l'huile d'olive est raffinée et plus elle supporte la cuisson, donc il n'y a absolument aucun problème à cuire avec de l'huile d'olive. Bon, du coup, tu vois que l'huile d'olive est très polyvalente, hein. Elle peut s'utiliser aussi bien en cuisson que pour les assaisonnements. Et surtout, voilà, c'est une huile de bonne qualité qui est riche en acides gras monoinsaturés. Donc c'est notre principale source d'oméga 9. Et surtout, elle n'est pas très chère hein, quand tu considères sa très bonne qualité. Alors, deuxième huile dont je vais te parler, il s'agit de l'huile de tournesol. Donc c'est une huile qui est très répandue, qui n'est pas très chère. On la trouve le plus souvent sous la forme raffinée que sous la forme vierge. Et du coup, elle supporte très bien la cuisson. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise très souvent en friture. Ou dans les cuissons à haute température. Et un autre avantage de cette huile, c'est qu'elle n'a ni odeur ni goût particulier. Donc elle s'adapte vraiment à tout type de cuisson. Son point de fumée est à 220 degrés Celsius et du coup elle s'utilise en cuisson, mais elle peut très bien s'utiliser aussi en assaisonnement, dans une vinaigrette par exemple, ou directement au-dessus de la salade. L'huile de tournesol, il faut savoir, est très riche en oméga 6. Les oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés, mais malheureusement, ils sont pro-inflammatoires. L'idéal, ça serait de consommer plutôt des oméga 3 hein, qui ont un effet anti-inflammatoire et surtout qui viendraient contrebalancer l'effet pro-inflammatoire des oméga 6. Le ratio idéal, ça serait de consommer un oméga 3 pour 5 oméga 6. Or, la réalité aujourd'hui montre qu'on consommerait plutôt 20 oméga 6 pour 1 oméga 3, ce qui n'est pas un bon équilibre. Du coup, moi je te recommanderais plutôt de limiter la consommation des huiles qui sont riches en oméga 6, hein, puisqu'on en mange beaucoup trop, et plutôt favoriser des huiles riches en oméga 3, et ça je t'en parlerai juste après. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres huiles qui sont riches en oméga 6 qui sont l'huile de pépins de raisin ou l'huile de maïs. Maintenant je vais te présenter une troisième huile qui, elle, pour le coup, est très riche en oméga 3. Il s'agit de l'huile de noix. Donc cette huile est riche en oméga 3 et en oméga 6, hein, les fameux acides gras polyinsaturés, mais avec un très bon ratio. Donc si tu me suis depuis le début, tu sais quelle importance je donne aux oméga 3 dans notre alimentation, hein, parce qu'on n'en mange pas assez, alors que les oméga 3 sont très importantes parce qu'ils participent à plein de choses essentielles dans le corps et dans l'organisme. Et donc consommer de l'huile de noix dans tes assaisonnements est un très bon moyen d'augmenter sa part d'oméga 3 dans l'alimentation. Par contre, je te l'ai dit, les oméga 3 supportent très mal la chaleur, ce qui fait que l'huile de noix ne devrait absolument pas être utilisée en cuisson, ce qui détruirait les fameux oméga 3, ce qui serait dommage. Et en plus, en général, cette huile est très fragile et il faut la consommer assez rapidement après ouverture parce qu'elle rancit facilement. D'ailleurs, petite astuce, si tu achètes de l'huile de noix, je te conseille de la conserver au réfrigérateur. Ça permettra de la garder beaucoup plus longtemps. Maintenant, je vais te parler d'une autre huile, la quatrième. Il s'agit de l'huile d'avocat. Alors, l'huile d'avocat est aussi une huile très intéressante. Elle contient environ 70% d'acides gras monoinsaturés, donc les bons, 10% d'acides gras polyinsaturés et environ 20% d'acides gras saturés. Quand on la prend extra vierge, c'est-à-dire pressée vraiment à froid et pas du tout raffinée, elle a d'excellents bienfaits protecteurs pour l'organisme. Elle est connue notamment pour réduire les risques cardiovasculaires. Elle limiterait aussi l'augmentation de la glycémie après le repas et a également un effet anti-inflammatoire pour le corps. Et d'autant que c'est une huile qui a un point de fumée exceptionnellement élevé, hein. Il est de près de 270 degrés, donc c'est une huile excellente qui peut s'utiliser vraiment en cuisson pour tout type de cuisson, mais aussi en assaisonnement. Surtout, elle a un arrière-goût d'avocat qui peut être très sympa pour ceux qui aiment l'avocat. Et en texture, elle est assez épaisse, un peu crémeuse. Donc bref, moi j'aime beaucoup cette huile. Et elle se conserve très bien à température ambiante, vu qu'elle contient très peu d'oméga 3 finalement. Comme tu l'as compris, c'est une huile très intéressante, une huile que j'aime beaucoup. Par contre, il faut bien qu'il y ait un point négatif, c'est qu'elle coûte extrêmement cher. En général, l'huile d'avocat coûte entre 30 et 100 euros par litre, ce qui est vraiment énorme. On ne peut pas s'amuser à faire des grands bouillons de friture avec cette huile parce que ça reviendrait beaucoup trop cher. Maintenant je vais te parler d'une autre huile, il s'agit de l'huile de colza. On la trouve plus souvent sous forme raffinée, même si on la trouve aussi à l'état vierge. Alors il faut savoir que l'huile de colza a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, et ça c'est dû à une étude qui avait été menée il y a longtemps sur des animaux, et qui avait montré que les animaux qui consommaient de l'huile de colza présentaient des effets secondaires assez graves, comme un retard au niveau de la croissance ou encore des liaisons au niveau du myocarde. Et ça, c'était dû à la concentration très élevée d'acide érucique qui était fortement présente dans le colza. Aujourd'hui, vu qu'on a compris ça, on utilise des variétés de colza qui ont une très faible teneur en acide érucique. D'ailleurs, aujourd'hui, les concentrations en acide érucique sont très surveillées et également réglementées. Donc,
Aujourd'hui, toutes les huiles de colza que tu trouves dans le commerce respectent forcément les taux réglementaires. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que cette huile est très riche en oméga 3, ça aurait été vraiment dommage de s'en passer. Tu l'as deviné tout seul, donc comme c'est une huile riche en oméga 3, elle ne s'utilise qu'en assaisonnement et pas en cuisson. Et pareil, elle est assez fragile et se conserve pas longtemps à température ambiante, donc vaut mieux, pareil, comme l'huile de noix, la mettre au réfrigérateur. Alors une autre huile qui est ici très répandue, c'est l'huile de noix de coco. Alors cette huile tient très bien la cuisson et tient très bien la friture, son point de fumée est de 232 degrés. Par contre, elle a un très fort arrière-goût de coco, ce qui peut déranger certaines personnes dans la cuisson des plats salés. Donc moi je te recommanderais plutôt de l'utiliser dans la cuisson des desserts, des gâteaux, des pâtisseries. Et un autre désavantage de cette huile, c'est qu'elle est très riche en acides gras saturés. Hein. C'est pour ça qu'à température ambiante, elle est solide, hein, tu vois, c'est assez compact et c'est blanc. Donc elle n'est pas du tout adaptée en assaisonnement par exemple, sans compter qu'elle a un fort goût de coco, donc pour les salades c'est pas très habituel. Mais dans tous les cas, tu l'as compris, hein, comme elle est riche en acides gras saturés, je te déconseille d'en consommer trop. Il faudrait se limiter à 2 cuillères à soupe d'huile de coco par jour dans ton alimentation. Après, l'huile de coco a très bonne réputation parce qu'elle a des vertus, surtout dans les pays comme les Philippines. Pourquoi? Parce que là-bas, elle est utilisée de manière naturelle, donc elle contient énormément de phytonutriments et d'éléments très intéressants pour la santé. Elle est particulièrement riche en antioxydants à l'état naturel, donc elle a un effet protecteur pour la santé, notamment contre certaines maladies cardiovasculaires. Bon alors la 6e huile dont je vais te parler, c'est l'huile d'arachide. Alors c'est une huile qui est très utilisée notamment dans les plats asiatiques et elle donne un petit goût de cacahuète au plat, hein, ce qui peut être sympa dans ce type de cuisine. Quoi qu'on peut trouver aujourd'hui de l'huile d'arachide désodorisée, donc qui enlève complètement cet arrière-goût de cacahuète. Elle se trouve quasiment exclusivement à l'état raffiné parce que sinon en fait on risque de trouver quelques traces de protéines d'arachide dans l'huile hein, quand elle n'est pas bien raffinée. Et ce qui peut être très dangereux, notamment pour les personnes qui sont allergiques à l'arachide. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si tu sais que tu es allergique à l'arachide, tu ne devrais jamais consommer d'huile d'arachide parce que les risques sont trop importants. Sinon, l'huile d'arachide contient principalement des acides gras monoinsaturés, hein, donc les bonnes graisses, à hauteur de 60%. Et les 40% qui restent, c'est moitié acides gras saturés, moitié acides gras polyinsaturés. Il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'arachide. Elle s'utilise plutôt en cuisson, mais si tu veux l'utiliser en assaisonnement, ça marche aussi. Et enfin, je vais finir ma liste d'huiles avec la 7e huile dont je vais te parler. Il s'agit de l'huile de lin. L'huile de lin se trouve plus rarement que les autres huiles que je t'ai présentées, quoique aujourd'hui on les trouve assez facilement dans les magasins bio. Elle a aussi une copine qui est l'huile de cameline qui ont à peu près les mêmes propriétés. Alors ces huiles sont exceptionnellement riches en oméga 3, beaucoup plus que l'huile de colza ou l'huile de noix par exemple. Et du coup, elles s'utilisent exclusivement en assaisonnement, hein, pas de cuisson pour ces huiles. Et pareil que pour l'huile de noix et l'huile de colza, elle est très sensible à la chaleur, donc elle se conserve au réfrigérateur plutôt, parce que sinon elle va rancir très rapidement si tu la laisses à température ambiante. Et dernier point que je vais te donner sur cette huile, vu qu'elle est particulièrement riche en oméga 3, du coup tu devrais plutôt te limiter à 1 cuillère à soupe d'huile de lin ou d'huile de cameline par jour, contrairement aux autres huiles où tu peux aller jusqu'à 2 cuillères à soupe normalement. Et c'est maintenant que je vais te parler des fameux secrets que je t'avais promis en début de vidéo. Alors première chose à savoir, quelle que soit l'huile, sache qu'il y a toujours 100% de gras dans une huile. Les huiles allégées n'existent pas, et d'ailleurs il n'y a pas d'huile moins grasse que d'autres, c'est que du gras. C'est pour ça qu'elle risque d'avoir une très mauvaise note si tu t'amuses à la scanner avec une application qui note les aliments. Pour rappel, je te remets un petit lien vers cette vidéo que je t'ai déjà faite sur l'application Yuka, pour ne citer qu'elle. Mais ça ne veut pas dire que tu dois exclure les huiles de ton alimentation. Bien au contraire, comme je t'ai expliqué, elles ont un rôle important dans la santé, du coup tu dois en consommer au quotidien. À condition bien sûr de maîtriser ta consommation, de maîtriser les quantités et de ne pas dépasser tes apports journaliers recommandés en lipides. Autre chose, les huiles végétales ne contiennent jamais de cholestérol. Par contre, elles peuvent contenir ce qu'on appelle des phytostérols. Ce sont des molécules qui sont assez proches des molécules de cholestérol. D'ailleurs, parfois on l'appelle le cholestérol végétal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la présence de phytostérol dans ton alimentation viendra faire diminuer l'absorption intestinale du cholestérol grâce à un effet de compétition entre ces différentes molécules au niveau de l'intestin.
Dernière chose à savoir, quasiment toutes les huiles contiennent de la vitamine E. D'ailleurs, c'est une source très intéressante en vitamine E, qui est un puissant antioxydant. Donc encore une raison pour consommer régulièrement des huiles de bonne qualité. Donc voilà, pour récapituler cette vidéo, il n'y a pas d'huile parfaite ou d'huile passe-partout, que ce soit du point de vue de son utilisation ou du point de vue de sa composition. C'est pour ça qu'il est important de varier les différentes huiles que tu peux utiliser dans la cuisine et surtout bien choisir celle qui est la meilleure adaptée pour la cuisson ou pour les assaisonnements. Ma recommandation personnelle, ça serait d'utiliser plutôt des huiles riches en oméga 3 pour les assaisonnements. C'est un moyen d'augmenter sa part d'oméga 3 dans ton alimentation globale. Et pour la cuisson, je te recommande plutôt d'utiliser des huiles faibles en oméga 3, voire des huiles raffinées, parce qu'elles se conservent plus longtemps, qu'elles ont moins de goût et qu'elles tiennent beaucoup mieux la cuisson. En ce qui concerne les quantités idéales, il faudrait te limiter à 2 cuillères à soupe d'huile par jour et par personne, toute huile confondue, sauf pour le cas de l'huile de lin et l'huile de cameline, là où je te disais qu'il ne faudrait pas dépasser 1 cuillère à soupe par jour. En gros, ce qui représente à peu près 20 grammes d'huile par jour maximum. Et il faudrait éviter de se priver complètement d'huile, ça serait dommage parce qu'elles apportent pas mal d'acides gras essentiels qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme, donc ça serait dommage de s'en priver. Ça fait sûrement beaucoup d'informations que je viens de te donner, donc n'hésite pas à re-regarder cette vidéo si tu veux augmenter tes chances de retenir tout ce que je viens de te dire. Et surtout, écris-moi en commentaire l'huile que toi tu utilises le plus aujourd'hui, et surtout me dire si tu vas changer ça et changer ton huile de prédilection après avoir vu cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de comprendre encore un peu plus ton alimentation. Et si tu veux aller encore plus loin et comprendre l'impact sur ton organisme de ce que tu manges et de comment tu le manges, si tu souhaites améliorer ton hygiène de vie en général et optimiser ta santé et tes performances grâce à l'alimentation, sache que j'accompagne des gens comme toi pour les aider à corriger leur mauvais comportement alimentaire et je les aide aussi à rééquilibrer leur alimentation en mettant en place des habitudes saines qui sont durables sur le long terme. Et pour ça, je t'offre un premier entretien privé avec moi pour qu'on puisse échanger ensemble sur tes besoins. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi à un des créneaux que tu trouveras dans mon agenda personnel que je te mets à disposition juste en dessous de cette vidéo. Ça sera le premier lien que tu vas trouver. Je te demanderai juste de me laisser ton adresse email et ton numéro de téléphone pour que je puisse te recontacter et discuter avec toi. Avant de finir, je t'invite à me mettre un bon gros pouce bleu. Ça fait plaisir, c'est gratuit et surtout moi ça m'aide à faire développer ma chaîne. Moi j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.